Nous, à notre âge, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Il faut demander ça aux jeunes qui sont l'avenir devant eux. Nous, aujourd'hui, on est là, peut-être demain, on n'est pas là. Du 30 novembre au 11 décembre prochain se tiendra la COP 21. À cette occasion, les délégations des principaux pays pollueurs de la planète se réuniront au cœur des quartiers les plus populaires de Paris. C'est parce que cette conférence sur le climat, qui doit déboucher sur un accord international sur le climat, se tient au Bourget, donc dans le 93. Et en tant qu'habitants, on a senti le besoin et le désir de faire exister ce territoire dans cette histoire de changement climatique en disant on est concerné en réalité au premier chef. Il y a aujourd'hui une invisibilité des milieux populaires, mais c'est une invisibilité construite. C'est-à-dire que les médias, les hommes politiques ne veulent pas voir les milieux populaires pour ce qu'ils sont. On accepte trop le point de vue des dominants, le point de vue des riches, sur les milieux populaires, sur les gens de peu. C'est-à-dire toujours une définition en termes de manque. En économie, le manque de pouvoir d'achat, en culture, le manque d'éducation, en politique, le manque de participation. Tout ça, c'est peut-être en partie vrai, mais ça masque l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que la première richesse des milieux populaires, elle est ailleurs. Les milieux populaires, ils ont un autre rapport au travail, à la consommation, un autre rapport au temps, à l'espace. Et globalement, les milieux populaires, finalement, c'est pas des riches auxquels il manquerait que l'argent. Mais là, j'ai appris vraiment à embellir, on veut dire, la ville, à la rendre plus belle, à faire en sorte que les gens se sentent mieux. J'ai vécu dans des quartiers assez mal fréquentés. J'ai vécu à Saint-Denis. C'est pas un quartier qui est réputé pour sa bourgeoisie, on peut dire, qui est plutôt sale. Et disons que ça m'a appris à embellir, à créer quelque chose, à donner un nouveau regard sur les cités. Le dérèglement climatique, là on est au mois d'août, il y a quelques jours on avait à peine 20 degrés et 2 jours après on avait plus de 33 degrés. Donc oui, on le sent au quotidien, oui. Et ça fatigue beaucoup aussi. Oui. Et en plus on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'arbres. Tu crois à la thèse des réfugiés climatiques? Complètement. Et pour moi une action qui vraiment serait politique et du long terme et qui serait beaucoup plus raisonnable, ça serait de déjà se poser, mettre en place des vraies mesures pour éviter que ça se dégrade et surtout avoir cette dimension d'échange et de partage pour voir comment est-ce qu'au niveau des pays où il y a le plus de dégâts, comment on peut les limiter et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour que les gens se sentent bien, que ce soit un choix la migration, que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Moi personnellement, non, franchement, je ne suis pas vraiment concerné. Mais je sais que c'est un sujet très important dans l'actualité. Enfin, le président il en parle énormément de tout ça. Mais après, moi personnellement, je ne me sens pas concerné directement. Mais il y a des personnes dans certains endroits géographiques qui sont concernées. Moi personnellement, dans le 93, je sais pas, on a un peu un temps pourri quasiment toute l'année. Donc, c'est voilà. Sur la question du climat. D'abord, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire à ces dirigeants? Pas vraiment, parce que je pense qu'il ne va rien sortir de bon. Même s'ils sortent des choses, ça sera pas appliqué, etc. Je suis un peu négatif sur le sujet, quoi. Okay. Malgré par exemple, les déclarations d'Obama qui fait des super déclarations, mais qui... Après, il faut voir si ça se rapporte. Ça reste du déclaratif. Ça reste du... Voilà. Malheureusement, je veux dire, c'est un peu comme une maison, comme on n'a plus de place, on continue à acheter des choses et à les mettre dedans. Je crois que sur la planète, malheureusement, on va faire pareil. On va continuer jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Et on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas. Catastrophe naturelle, Dieu il décide. C'est lui qui prend toute la décision. On ne peut pas décider à la place de Dieu. Franchement, moi, avec la chaleur climatique, tout ça là,
Franchement, je m'en sors pas, hein, parce que je sais pas moi. C'est qui veut boire un petit peu de jus? Moi, je veux bien. Non, moi je m'appelle Laurette Dorgan, je suis coprésidente de l'association Les Femmes de Lille. On a 3 coprésidentes pour que les 3 quartiers soient représentés. Donc il y a Zawa, quartier sud, Awa ici et moi au centre. Et donc l'association elle existe depuis à peu près depuis 2010. Et l'objectif c'est évidemment de dénoncer toutes les discriminations, les violences et les injustices faites aux femmes. Ça de chez toi? Voilà. Wow. Tu as vu le travail des femmes, des braves femmes de ma région qui s'appelle le Borola. Oui, mais alors le Borola a été c'est du coton 100%, ça a été cultivé à Ségou, filé à Ségou et tissé à Ségou et fait avec toutes les couleurs là, c'est des couleurs traditionnelles de l'arbre. Il n'y a aucune chimie là-dedans. Il y a des arbres qui donnent, colorant naturel. Voilà, c'est du colorant naturel. Tout est naturel. Alors, est-ce que je peux ramener ma fraise là, une réflexion? Ouais. Ah, parce que je vois toutes les femmes qui bossent là. Ouais. Et les hommes. Mais je vois un monsieur là, lui fait bien. Ah non, ça c'est le griot. Le monsieur il est malade. C'est le griot là. Ah d'accord, c'est un handicapé. Oui. Prends ça. C'est beau. Attends, je vais t'aider. Enlevez ça. Voilà. Oh, c'est super beau ça. Voilà. Tout ça, ce dessin a été fait par des femmes qui n'ont jamais été à l'école et pourtant qui font des jolis dessins comme ça. Tranquille. Et alors ça c'est une teinture. Donc tout est naturel. C'est de la peinture. Tout est naturel parce qu'on trempe d'abord dans une teinture qui est cette couleur. Foncé là. Qui est cette couleur marron. Après on plonge dans la boue. Ils vont m'envoyer des fourrures pour teindre. Et la boue c'est quoi? C'est de la terre? C'est de l'argile. L'argile, on mélange une sorte de grain d'arbre dans l'argile pour noircir et faire comme ça. C'est super beau. C'est avec les ONG. Viens, prends-moi ça s'il te plaît. Viens. Voilà. C'est une ONG qui a fait ça? Ouais, c'est une ONG aussi qui est implantée à Ségou. Dans ma région, ça fait presque 20 ans. Tu as vu, c'est la terre. Viens sentir. Non, c'est naturel. Viens sentir. Ça sent la terre. Eh bien, bien sûr, c'est la terre. Quand il pleut, tu vois, on sent la terre. Voilà. Ben, ça sent ça. Et ça ne se déteint pas. Et ça reste comme ça. Et le mien? Ah, je pourrais. Oui, là, non, attention. Toutes. Non. Parce moi, que ça sera le troisième. Attention, je vous promets. Laurette, elle a des caractères et les critères. C'est vraiment difficile. On s'y mettra toutes et non, sans forcer de suivre. Même sans se masque. Donc il y a tout cet aspect-là. Il y a aussi aider les femmes à sortir de chez elles, donc rompre l'isolement. C'est créer du lien, solidarité, c'est créer du lien intergénérationnel, interculturel. Donc on a des activités. On a un CA ouvert le premier samedi de chaque mois où on se rencontre, on travaille sur les projets. On a un ciné-goûter, en alternance, café des femmes, où on débat d'un thème, avec ou sans intervenant, et un ciné-goûter sur une péniche d'une copine à Séverine, où là on regarde un film sur la condition des femmes, et ce qui permet de débattre après, d'échanger. On fait quoi? Donc je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? On le coupe? Ouais. On fait pour la prochaine fois. Bah oui. On fait des baillons. Comme ça, on refera la ronde du silence. Voilà, donc tu vois la largeur, je sais pas. Ici, la largeur. C'est le truc des paroles, mais je vais la largeur. C'est pas chrétien, c'est pas. Ça doit faire ça la largeur. Et un peu long pour qu'on puisse boutonner derrière, qu'on puisse se faire un nœud derrière. On va le faire. Ça aurait été bien, hein. On le fera une autre fois, on le fera l'an prochain. Moi, pendant qu'on n'a rien à faire, je prends. Les robes de mariée, non. Ok.
Oui, maintenant, moi je fais partie même des personnes qui seraient prêtes à certains sacrifices réels dans ma vie quotidienne pour améliorer les choses, puisque j'ai des enfants et que je pense à leur avenir à eux et que j'aimerais que les gouvernements se sensibilisent et fassent des choses concrètes. On sait que ça provoque des catastrophes et qu'il faut s'en occuper et que la planète est en danger. Le peu de temps qu'il nous reste à vivre, on s'en fout un petit peu. Sincèrement, hein, c'est vrai ou pas? Alors, les Sentinelles du climat, c'est un réseau d'acteurs du territoire qui a été mis en place par l'ALEC à la fin de l'année 2014. L'objectif, c'est de former et informer des habitants, des associations, des salariés du territoire sur les sujets climatiques, énergétiques, à la fois leur donner les clés pour les enjeux globaux, pour qu'ils comprennent ce que c'est le réchauffement climatique, ce que c'est la COP21, qu'est-ce que ça implique pour un territoire comme le nôtre. Et puis l'idée, c'est aussi de leur dire concrètement comment ça impacte un territoire comme Plaine Commune, parce que si on ne part pas des préoccupations des gens, que ce soit par rapport à la consommation énergétique, le paiement des factures d'énergie, par rapport à l'alimentation, comment est-ce que ça peut les impacter par rapport au transport, etc. Si on ne part pas de ces choses de base, on a beaucoup de mal à toucher les gens sur ce sujet, parce que le réchauffement climatique, c'est considéré comme étant quelque chose d'abstrait, qui est pour les générations futures, soi-disant. Les populations qui sont aujourd'hui les plus productrices de CO2 et les plus consommatrices d'énergie et de matériaux, c'est évidemment pas les catégories populaires. C'est les catégories qui ont les moyens de prendre 14 fois l'avion par an, d'avoir un yacht en Méditerranée qui dépense en une heure ce que dépense une voiture standard en une année, quoi. Donc sur nos chantiers, les quelques symptômes que j'ai pu observer, c'est lors de la réalisation des prairies et des engazonnements qu'on a pu réaliser dans les périodes appropriées jusque-là pour le faire, donc au printemps. Il se trouve qu'on a été dans une période qui a été raccourcie fortement, au moins de 3 semaines de décalage, et malgré le fait qu'on était censé être dans une période appropriée, on n'a pas obtenu de bons résultats. Donc ça peut être bénéfique pour l'aménagement en lui-même, mais également ça a un attrait certain pour les habitants eux-mêmes, qui voient quelque chose de plus diversifié, plus riche que le contenu précédent, qui a pu se faire au cours des années 80, 70, qui était un peu plus pauvre et dégradé, parce qu'à l'époque, au moment où ils ont décidé de faire la réhabilitation, les aménagements étaient en fin de vie, donc il y avait vraiment pas mal de choses à reprendre. Et donc là, on va dire que c'est un renouveau, et puis ça amène une impression de soin et d'intérêt apporté à cette cité. Ce site a été et est toujours une terre maraîchère. Il a été en friche pendant une dizaine d'années, mais avec une orientation des élus locaux qui a été toujours de préserver des zones agricoles et de lutter contre la pression foncière et la pression de l'immobilier pour avoir des espaces de production maraîchère sur le territoire et sur notre département de la Seine-Saint-Denis. Ce qu'on constate, et je dirais de plus en plus avec le dérèglement climatique, c'est que les premières personnes affectées par des problèmes environnementaux sont les pauvres. On est vraiment en situation d'inégalité, et donc vraiment je pense qu'il faut définitivement faire la peau de ce cliché mensonger de l'écologie c'est un problème de riches. D'accord, aujourd'hui c'est la journée du patrimoine. Je fais une présentation publique de mon projet Le Verger Malaby sans eau, dans la cité de la Maladrerie au fort d'Aubervilliers. Et donc je fais ce rendez-vous pour sensibiliser les habitants au compostage, entre autres parce que j'ai installé des composteurs. Et il va y avoir un maître composteur présent. Et donc c'est, comme tu sais, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça c'est une belle image de la vie, même dans des moments difficiles, c'est bien de se dire ça. Et là, comment les gens peuvent les sensibiliser justement à trier leurs déchets verts pour ensuite avoir un terreau qu'on pourra réutiliser au jardin, au verger, mais aussi à distribuer aux habitants. Oui, pardon. Oui, je m'appelle Nicole Picard, je suis présidente de la régie de quartier Maladrerie Émile Dubois. Donc la régie de quartier, c'est une structure
associative qui s'occupe d'améliorer le cadre de vie. Enfin, c'est ça l'objet, c'est améliorer le cadre de vie, en même temps retisser des liens sociaux entre les habitants du quartier, être un outil qui sert à entretenir la cité. Ça s'appelle donc Notre parc n'est pas à vendre. Et donc on a mis en place, quand on a su cette information au mois d'avril, justement une réponse citoyenne simple. C'était d'être présent, de créer donc tous ces dimanches des pique-niques citoyens, d'information citoyenne finalement. Je suis Salwa, je fais partie du collectif des citoyens qui nous sommes mobilisés contre un projet intitulé Central Park qui veut investir notre parc sur l'équivalent de 90 hectares pour créer des espaces de logement, de bureaux et s'approprier un petit peu notre espace vert. Tous les dimanches, on se retrouve ici autour d'un pique-nique dans l'objectif d'abord de se rassembler, de partager des informations avec des mises à jour d'informations et au fur et à mesure que chacun de nous puisse devenir ce qu'on a appelé des petites abeilles qui allons rucher dans les oreilles des uns et des autres. Le principe, c'est qu'on se réunira tous les dimanches jusqu'au 6 septembre. C'est une échéance à la fois pour notre territoire et aussi du Premier ministre Manuel Valls qui va définir les territoires qui seront investis pour la construction des logements en vue du Grand Paris. Donc on sait pertinemment que sans mobilisation citoyenne, ce type de projet peut se faire. Avec la mobilisation citoyenne, on peut faire changer les choses. On vient ici parce que justement on veut avoir un ciel complètement ouvert, n'avoir que de vue que d'arbres et de verdure. On n'est pas en manque de bâtiments, vraiment. On sait pertinemment que ce type de projet va ramener beaucoup de promoteurs et c'est aussi l'objectif du cabinet et de l'architecte Roland Castro, et que les logements qui vont être construits ne sont pas évidemment destinés aux habitants de ce territoire. Ça va être de nouvelles personnes qui peuvent investir avec des coûts aussi exorbitants au niveau du coût au mètre carré. Donc l'information qui donne sur ce projet est à destination des habitants, elle est complètement faussée. Quand ce projet ou son architecte avance le principe de construction écologique, nous savons que non, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur un territoire qui est totalement appauvri en matières premières et qu'on aurait à importer, voire de l'autre côté du monde, notamment le sable et toutes les matières premières. Donc ça a un impact écologique direct par rapport à ça. Que ce projet a un intérêt économique, non, puisque les créations d'emplois, c'est ce qu'on appelle les emplois temporaires, c'est les chantiers. Une fois les chantiers terminés, les gens repartent. Donc sur du long terme, ça n'a aucun intérêt de création d'emplois sur ce territoire. Non, Monsieur Valls, ce n'est pas une bonne idée de continuer à construire. Oui, il y a d'autres alternatives comme la réhabilitation des logements vacants, comme l'État puisse notamment pas annexer des territoires comme des espaces verts, mais plutôt des espaces qui sont vides et qui peuvent accueillir des logements. Il y a plein de possibilités, Monsieur Valls, qui coûtent nettement moins cher aussi aux contribuables. On a trouvé un chouette slogan pour parler à Monsieur Castro. C'est que notre parc, c'est un parc monde. Mais vraiment, quand vous allez chuchoter avec les uns et les autres, vous avez des familles qui viennent du monde entier. Des familles du Maghreb, d'Afrique, d'Asie, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud. Enfin, c'est vraiment de partout. Et qu'on a appelé ça vraiment notre parc monde. Et notre parc monde ne veut pas être détruit par un projet immonde. Voilà. On veut vraiment qu'il soit entendu cette phrase-là parce que M. Castro connaît très mal ce parc. Pour vouloir le dénigrer, le détruire autant, il ne vient pas à notre parc. Bonjour, Mohamed Niabali, directeur de l'association Novaedia et membre du collectif de la Ferme des Possibles. Je vous accueille ici à Stein, sur la ZAC du Bois-Moussé, sur un terrain maraîcher, une terre agricole d'1,2 hectare où nous sommes en train de construire une ferme agricole urbaine. L'objectif de cette ferme est de permettre de développer localement des activités permettant de développer 4 axes. L'économie circulaire, l'économie endogène, l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative, avec pour vocation de faire travailler des habitants et des acteurs locaux. Sur cette ferme, nous allons planter 500 arbres, fruitiers et autres. Nous réalisons une arène centrale avec la récupération des briques de la friche industrielle de la Banque de France d'Aubervilliers. Nous réalisons un pôle ludique et pédagogique qui aura vocation
à permettre de sensibiliser les habitants et les acteurs du territoire, et nous développons une activité économique en insertion avec principalement une production de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits locaux et des régions avoisinantes. Le projet de la ferme des possibles a aussi vocation à créer du lien social. Le projet de la ferme des possibles est né d'un leitmotiv. Les ressources des uns répondent aux besoins des autres. Et c'est l'approche même du développement durable qui est de dire pourquoi aller à 400 km pour répondre à son besoin, alors qu'il suffit de demander à son voisin, et peut-être qu'on ne sera pas satisfait à 100%, mais que la satisfaction et la solution proposée par le voisin peut être satisfaisante. Donc l'idée du projet de la ferme des possibles est aussi de recréer du lien durable entre les acteurs et de développer de nouveaux projets collectivement. Est constitué de 9 villes qui hébergent 420 000 habitants. De par la loi, je simplifie, l'agglomération de Plaine Commune est obligée de faire un plan climat-énergie pour son territoire dans le cadre des objectifs internationaux et nationaux d'économie d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de lutte contre la production de gaz à effet de serre. Donc Plaine Commune a été un peu en avant sur ces questions-là, puisqu'il y avait déjà des plans liés à la préservation de l'environnement assez anciens. Le plan climat-énergie du territoire a brossé, avec la participation de beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actions différentes sur la mobilité, l'habitat, l'urbanisme, la préservation de la biodiversité, l'eau, la qualité de l'air, les trames vertes, donc la quantité de verdure et d'arbres sur le territoire. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le plan climat-énergie, service technique. Il y a eu beaucoup de travaux menés sur la vulnérabilité climatique du territoire par rapport aux infrastructures, par rapport aux inondations, par rapport aux événements catastrophiques, par rapport à la canicule. Il y a eu des actions aussi sur la question des matériaux, il y a eu des actions sur la question de la construction durable, comment on construit autrement sur ce territoire, comment on construit en bois, comment on s'adapte à la question du confort thermique d'été, à l'augmentation des températures. Mais tout ça est encore émergent et n'est pas forcément encore très massivement concrétisé sur le terrain. Voilà, c'est ça la difficulté, c'est qu'on est encore beaucoup sur une période de sensibilisation, de prise de conscience, d'apprentissage, d'expérimentation. On n'est pas encore du tout sur une question, sur un mouvement massif. Le bâtiment neuf suit un petit peu son chemin, on change un bâtiment par-ci par-là de temps en temps. Ça ne va pas encore assez vite par rapport à l'adaptation climatique, à la crise énergétique. On fait des travaux sur l'agriculture urbaine, les jardins partagés, l'investissement des associations dans la production biologique et les AMAP et les choses comme ça. Bien, mais c'est très très peu de choses en termes de quantité par rapport à ce qui est consommé sur ce territoire. Il y a quelques réflexions sur le bâtiment, l'aménagement différent des quartiers pour lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur, ou lutter contre la sécheresse, ou lutter contre les pluies massives. Mais c'est encore un peu balbutiant et on n'en sent pas encore forcément les concrétisations sur l'ensemble de tous les projets qui concernent ce territoire. Voilà. Et la différence, elle est là. Or, l'actualité climatique de cette année, il y a la COP21, la conférence climat de fin d'année, mais l'actualité en Russie, aux États-Unis, en Australie, en Arabie Saoudite, en Iran, en Algérie, au Brésil, au Venezuela, nous montre que sur cette planète, les choses sont en train de bouger très très vite. Est-ce que l'administration bougera aussi vite qu'il le faudrait? Ça, c'est une vraie question. Population, c'est un des phénomènes, une des manifestations du dérèglement climatique auquel on a une réponse politique qui est juste lamentable, on a une réponse sociale aussi qui est affligeante, pas partout, je ne généralise pas. Mais globalement, on a tendance à s'imaginer que tout se passe en Antarctique ou dans les pays très 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 éloignés, mais on oublie que tout ça, ça forme un tout, et que les dégâts qu'on cause quelque part, ils ont des incidences sur des gens qui souffrent
et qui du coup n'ont pas d'autre choix que de venir pour pouvoir reconstruire leur vie, pour pouvoir survivre tout simplement. Toi, tu crois à la thèse des réfugiés climatiques? Complètement. Et pour moi, une action qui vraiment serait politique et du long terme et qui serait beaucoup plus raisonnable, ça serait de déjà se poser, mettre en place des vraies mesures pour éviter que ça se dégrade et surtout avoir cette dimension d'échange et de partage pour voir comment est-ce qu'au niveau des pays où il y a le plus de dégâts, comment on peut les limiter et comment est-ce qu'on peut travailler avec eux pour que les gens se sentent bien, que ce soit un choix la migration, que ce ne soit pas quelque chose d'imposé. Et ça, c'est vraiment une responsabilité qu'on a tous. Est-ce que toi, au niveau local, tu habites dans quel... J'habite Paris, côté Porte de Saint-Ouen. Je suis vraiment à mes... Porte de Saint-Ouen. Ouais, Est-ce que toi, localement, tu constates des changements climatiques par rapport à des changements climatiques au niveau local? Oui, un petit peu, dans le sens où des fortes chaleurs, les phénomènes de canicule aussi qui se multiplient. Ou alors, oui, il y a les canicules, c'est vrai que c'est un phénomène qui est un peu, pour moi, qui est nouveau. La canicule que je connaissais, c'était quand je partais en vacances au Maghreb. Et encore, pour moi, c'était pas caniculaire, c'était quelque chose de normal. Mais en France, oui, c'est différent. Cet été, c'est la première été où on a eu autant de chaleur, et si peu d'humidité finalement, de pluie qui est tombée. Oui, plus à ce niveau-là maintenant. Oui, sinon je constate pas au niveau local, non, pas tant que ça. Je vois pas d'autres phénomènes, non. Pour toi, c'est dû à quoi le dérèglement climatique? C'est dû à quoi? Pour moi, c'est un total mépris de la nature. C'est exploiter sans avoir pris toute la conscience des dégâts, des impacts que ça allait avoir sur la nature. C'est utiliser des matières premières ou pas qui sont nocives, c'est avoir des comportements aussi, citoyens ou pas, au quotidien. Trier ses déchets, jeter ses déchets surtout, parce que trier ses déchets, encore faut-il avoir que ce soit bien structuré partout et que ce soit bien compris par tous. Mais ouais, un comportement par rapport à notre environnement qui n'est pas du tout respectueux et qui fait que ça a un impact énorme sur la nature et la nature nous fait bien sentir après en retour. Pour toi, c'est qui les responsables du dérèglement climatique? Les multinationales, les politiques, en premier lieu, des choix qui ne sont pas forcément justifiés, qui ont uniquement pour base stratégie économique, stratégie politique et c'est tout. On ne s'intéresse pas du tout à l'intérêt général aux citoyens. Et oui, je pense que pour moi, ça serait ça. Oui. On sait que ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de la pollution chimique, de la pollution visuelle, du bruit, ce sont les milieux populaires. Parce que ce sont eux qui habitent dans les quartiers dans lesquels, effectivement, on a la qualité de vie qui est la plus dépréciée. D'où la nécessité, effectivement, de redéfinir des politiques de la ville qui permettent, effectivement, de donner plus à ceux qui ont eu moins. C'est-à-dire de réaménager la ville au profit du plus grand nombre et pas d'une petite minorité. Et quand vous parlez de réaménagement de la ville, il y a aussi le fait que dans les milieux populaires, il y a très peu d'espaces verts. Le cadre de vie est dégradé par rapport au béton, etc. Est-ce que pour vous, une des solutions, c'est peut-être de revenir à plus d'espaces verts dans les quartiers urbains? Est-ce que ça contribue? Ce qui est indispensable, si l'on veut ralentir, c'est de remettre du désordre dans la ville. Et remettre du désordre dans la ville, ça veut dire, par exemple, développer les espaces verts. Parce que dans les espaces verts, ce sont des lieux de vie. Ça veut dire aussi changer le mobilier urbain. Regardez comment on a inventé un mobilier urbain anti-humain. Pensez à ces bancs qui sont conçus pour empêcher les SDF de s'allonger ou les amoureux de pouvoir s'épancher. Moi, je suis convaincu qu'il faut remettre effectivement de la vie. Ça veut dire qu'il faut recréer les possibilités
pour que les gens puissent s'approprier leur ville. Il faut en finir, bien sûr, avec ce barricadement, c'est-à-dire non seulement avec ces immeubles qui ressemblent à des quartiers de haute sécurité, dans lesquels on ne peut plus rentrer si on n'a pas un code et si on n'est pas filmé de tous les côtés, ça veut dire aussi qu'il faut redévelopper du commerce de proximité, qu'il faut redéformer des placettes pour que les gamins puissent jouer. Je dirais que ce n'est que si on remet de la vie dans la ville, qu'à ce moment-là, effectivement, on aura en même temps, je dirais, une valeur ajoutée sur le plan écologique. Parce que aussi les gens éprouveront moins le besoin de partir pour un week-end à l'autre bout de la planète. Et vivre, je dirais que les milieux populaires, une des grandes revendications historiques, c'est vivre et travailler au pays. Et ce vivre et travailler au pays des milieux populaires, eh bien c'est ce que dans le langage écologique on appelle la relocalisation. Et là encore, je dirais que les milieux populaires, on n'a pas à les convaincre de cela, puisqu'ils l'ont demandé, expérimenté, bien avant que les puissants, qui se considéraient au contraire comme appartenant à la jet-set, comme des individus hors sol, aient l'espoir, effectivement, de pouvoir, je dirais, dominer la planète. Qu'ils prennent des mesures et vite, mais de vraies mesures, pas le truc Grenelle de l'environnement où on a vraiment eu l'impression d'être... Moi j'avais suivi ça à l'époque et à la fin, le bilan, j'ai pas compris ce qui avait été fait ou pas en fait. Qu'ils prennent de vraies décisions et rapidement. Pour moi les choses sont vraiment urgentes, mais apparemment... Ok, vous y croyez pas aux mesures qui ont déjà été mises en place? Non, pas du tout. Non, on voit. Enfin, je pense que je vois pas les résultats des mesures. En tout cas, ça, à mon niveau, je vois pas. Non. Ouais. Moi, je dirais par exemple, je sais pas si vous connaissez le grand parc de Santon. Parce que moi, je connais beaucoup de monde qui connaissent et qui ont déjà été et qui me disent, mais moi, j'y suis allée et c'est vrai que là, ça peut rien à voir par rapport à avant, c'était vraiment bétonné. Il n'y a pas vraiment... C'est pour ça qu'ils ont mis un jardin, mais ils ont vu vraiment trop de béton. Et justement, plus ça attire encore plus la chaleur. Et on aurait plus aimé avoir un espace vert, parce qu'en plus l'espace du château, il est énorme. Et eux, ils ont fait quoi? Ils ont mis que des trucs en béton. En plus, les enfants se blessent aussi là-bas quand ils font du skate. Ils prennent des mesures, mais ils ne font pas vraiment le nécessaire. En plus, ils dépensent un tas d'argent là-dedans, alors qu'il y a autre chose à faire avec l'argent. Beaucoup de destruction appartenant à la mairie qui étaient squattées par des personnes qui bricolaient leurs voitures, faisaient leur vidange et entreposaient des saletés. Donc notre travail ici a été de tout redéfricher, de remettre à plat la végétation qui s'y était installée d'elle-même et évidemment d'évacuer toutes les détritus en tout genre qui pouvaient y avoir été stockés. Et en plus de cela, donc on a proposé à la mairie d'y semer une prairie fleurie. Donc là on est sur la première année de l'installation. Alors évidemment on n'y voit pas grand chose si ce n'est le vert et quelques fleurs jaunes. Mais il faut savoir qu'il y a une bonne dizaine de fleurs sauvages et locales qui y sont, qui permettront à une faune comme les abeilles et les papillons d'y trouver un gîte et le couvert. Et progressivement, on espère en tout cas que les années suivantes, on aura une augmentation au niveau de la floraison et de la présence de ces fleurs qui amèneront et qui égayeront le quartier, quoi. Voilà, globalement, et qu'au pied de ces tours et de ces différents bâtiments, il y a un cadre et une amélioration de la vue. Voilà. Donc les Toxic Tours, ce sont des visites guidées de lieux de pollution qui sont aussi des lieux d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un projet qu'on a lancé à quelques habitants et habitantes du département de la Seine-Saint-Denis pour sensibiliser en fait les autres habitants au dérèglement climatique, au fait que le dérèglement climatique allait être une inégalité supplémentaire pour eux et commencer à créer une discussion, être un petit lieu de rassemblement. Et donc on a fait pour l'instant des visites guidées de data centers, donc ces fermes, ces entrepôts de serveurs internet à Aubervilliers à la Courneuve, l'autoroute A1 à Saint-Denis qui traverse la ville de Saint-Denis, notamment près d'un grand hôpital, des écoles, etc. Également l'aéroport du Bourget,
parce que c'est un aéroport sur le département, donc c'est une cause d'émissions de gaz à effet de serre, et surtout parce que c'est le lieu où se tiendra la conférence sur le climat, la COP21. Et le nombre de personnes, c'est environ, je dirais, une trentaine de personnes jusqu'à 100 personnes. Ça, c'est le plus qu'on ait eu. Des bâtiments immenses de plusieurs milliers de mètres carrés où se concentrent des serveurs. Le foncier étant plus accessible sur la plaine commune et l'électricité peu chère, environ 15 data centers se sont implantés près d'infrastructures électriques et de réseaux de télécommunications. La puissance électrique des data centers correspond à la capacité de production de 30 centrales nucléaires dans le monde. C'est pourquoi le collectif Toxic Tour mobilise la population à ces enjeux. On ne le voit pas de l'extérieur, mais donc c'est un data center de la société Interxion, mais aucune pancarte, aucune affichette ne le signale. Et quand vous essayez d'obtenir des informations concernant par exemple qui sont les sociétés qui utilisent les serveurs qui se trouvent dans ce type de bâtiment, c'est impossible de savoir. Le mot data center n'y figure pas. En revanche, on parle de campus digital center. C'est un concept en fait commercial. Il ne faut pas simplement louer des serveurs à des sociétés, mais il y aura également des bureaux, des salles de réunion. Et pourquoi ce site est-il une ICPE? Parce qu'il est autorisé à stocker jusqu'à 568 000 litres de fuel qui doit servir à faire fonctionner des groupes électrogènes à démarrer en cas de panne électrique, puisque un data center, par définition, ne doit jamais s'arrêter, puisqu'Internet ne doit jamais s'arrêter. Quand la consommation sauvage. Alors, on est aujourd'hui pour la 2e édition de la fête Lamaze enlève tes bretelles. Petit clin d'œil parce qu'on est sur la bretelle de l'autoroute et on voudrait bien supprimer ce viaduc qui passe devant l'hôpital de La Fontaine, qui est magnifique. Et figurez-vous que l'entrée de l'hôpital ne peut pas se faire là, parce qu'il y a l'autoroute qui passe devant. Donc on voudrait la suppression de ce viaduc-là. Et bien sûr, ce qui va de soi, c'est de demander l'enfouissement de l'autoroute A1. Détox, autoroute A1. Donc je propose aux personnes qui souhaitent suivre le tour de commencer à se rapprocher. L'idée était simple, c'était à l'approche de la COP21, donc le sommet sur le climat qui se tiendra au mois de décembre au Bourget, donc dans le 93, d'attirer l'attention sur le fait que le 93 précisément, ce département qui accueille le sommet sur le climat, est un département qui est en première ligne du changement climatique. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme ces petites fleurs cueillies à votre attention sur le chemin ce matin, cette journée s'annonce magnifique. Que les leftos ne se trompent pas de garde-robe, surtout en ce 15 février 2015. Vous pouvez laisser les pulls, les vestes, les gants, les bonnets d'hiver au vestiaire. Marcel, chemisette, short, bob, tongs et lunettes de soleil seront mieux appropriés. Cette tenue vous permettra d'apprécier la douceur de vivre, ce don du ciel, l'été en hiver. Comme les 10 jours précédents, le ciel sera d'un bleu méditerranéen, teinté toutefois d'un voile persistant de microparticules, sur la région parisienne, les métropoles régionales et la moitié nord du pays. Les autorités sanitaires maintiennent les recommandations de prudence, les récréations sont supprimées dans les écoles, les sports de plein air sont déconseillés, les parcs urbains sont fermés, les asthmatiques et allergiques d'hiver sont invités à se munir de tubes de ventoline. Il irait aux personnes âgées ou fragiles de ne pas s'éloigner de leur bouteille d'oxygène. Cette magnifique journée signe en effet le 10e jour de record absolu de température d'hiver depuis 1870. Une chance inouïe pour les quelques milliers de franciliens adultes robustes exerçant une activité cool, non stressante, dans un environnement réfrigéré. Les compagnies d'électricité signalent à ce sujet que le courant sera coupé aux heures de pointe le matin et le soir sur les lignes de métro et de RER qui transportent les millions de banlieusards. L'électricité disponible sera en effet réservée aux fonctions financières électroniques très énergivores dopées depuis la loi Macron. Les franciliens sont invités également à se rendre au travail ou à la maison de l'emploi munis de leur batterie personnelle pour leurs besoins professionnels.
L'anticyclone qui stagne sur l'île de France concentrera la masse d'eau évaporée en de lourds nuages menaçant à ses pourtours. La pluie arrosera par intermittence le sud de la France et de façon continue la façade atlantique, pouvant provoquer ça et là des inondations. Les marées d'équinoxe, conjuguées à des vents soutenus, attaqueront à nouveau les cordons dunaires, laissant pénétrer l'eau salée en quantité variable sur les plaines côtières. La fertilité des sols sera endommagée à nouveau par l'apport de sel et certaines habitations auront encore les pieds dans l'eau. Dans le sud-est, les gros nuages libéreront des pluies torrentielles au point de grossir certains cours d'eau en mode déferlant, arrachant tout sur le passage. Les compagnies d'assurance rappellent à cet effet qu'elles ne remboursent plus les réparations liées aux catastrophes climatiques. Les victimes se consoleront heureusement en comparant ces désordres ponctuels de notre magnifique hiver estival à la catastrophe inouïe que vient de subir l'archipel de Vanuatu dans l'océan Pacifique. Balayé par des vents rugissants à plus de 330 km/h et par des vagues de 7 mètres de haut, ce pays, parmi les plus pauvres de la planète, a connu, selon les témoins, 30 minutes de terreur absolue. Devant la situation apocalyptique, les autorités de l'archipel demandent à la communauté internationale l'aide nécessaire à déplacer définitivement les 270 000 habitants de ces îles, bientôt submergés par la montée du niveau de la mer. Le gouvernement du Bangladesh a joint sa voix à cet appel pour venir en aide aux 60 millions de personnes habitant sur les zones côtières régulièrement inondées. Heureusement, ces catastrophes n'atteignent pas ce paroxysme dans notre beau pays qui bénéficie d'un climat tempéré. Le temps est magnifique, il fait beau en cet hiver estival. Tout est parfait, Madame la Marquise, tout est parfait, tout est parfait.